Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue aujourd'hui 26 juin. Cette 34e édition a été commémorée à Zignaré dans le plateau central avec une action symbolique d'incinération de plus de 13 tonnes de drogue saisie. Vous avez suivi notre édition de 13h. Notre envoyé spécial précisait les infos de la manifestation de Titao dans le Loroum. Le Haut Commissariat a été saccagé. Des manifestants avec l'intention d'y mettre le feu ont été empêchés. Des images et commentaires dans ce journal. Et puis aux États-Unis, affaire George Floyd, le policier qui a été à l'origine du meurtre a été condamné vendredi à 22 ans et demi de prison contre une réquisition de 30 ans. Devant donc le tribunal, Derek Chauvin, le policier, a présenté ses condoléances à la famille Floyd. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 26 juin, est célébrée la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue au Burkina. Cette 34e édition a été effective à Zignaré dans le plateau central. Le ministère de la Sécurité a présenté à cet effet les résultats 2020 de la lutte contre la drogue. Aussi, la marchandise donc saisie a été incinérée, plus de 13 tonnes de drogue. Image avec Nadine Zongo. 34e édition de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Au Burkina Faso, c'est la ville de Zignaré qui a été choisie pour abriter cette journée. Une décision motivée par le fait que Zignaré accueille le 61e anniversaire de la fête de l'indépendance. Les différents acteurs de la lutte ont donc convergé vers cette localité, située à quelques kilomètres de Ouagadougou, pour analyser les acquis et mieux projeter la lutte contre la drogue. Au Burkina Faso, la consommation de drogue est très répandue au niveau de la frange jeune, surtout chez les scolaires. D'où le thème de la présente commémoration qui est « Drogue en milieu scolaire, quelle stratégie pour une meilleure prévention au Burkina Faso ?» À l'occasion de cette célébration, l'état des lieux de la consommation de la drogue en milieu scolaire a été fait. Selon une étude menée en 2019, le taux de prévalence de la consommation de drogue en milieu scolaire est de 6,11%, alors que ce taux était de 1,9% en 2011 dans la ville de Ouagadougou. C'est une occasion pour moi d'en appeler à la responsabilité individuelle et collective de tous les acteurs. Mon appel s'adresse plus particulièrement aux parents pour une plus grande prise de conscience sur leur devoir de suivi et d'encadrement quotidien de leurs enfants face aux dangers de la drogue. Malgré le manque de référentiel national de la lutte contre la drogue au Burkina Faso, les acteurs ont engrangé pas mal de résultats satisfaisants selon le gouverneur de la région du Plateau central qui représentait le ministre de la Sécurité à cette cérémonie. Au titre des acquis, on peut citer dans le domaine de la prévention, plus d'1 million de personnes sensibilisées par le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue, dont les élèves au cours de l'année scolaire 2019-2020. Dans le domaine de la réduction de l'offre, les structures opérationnelles de la lutte ont interpellé plus de 420 personnes pour faits de drogue et effectué au cours de l'année 2020 des saisies de 294,463 tonnes qui se composent comme suit. 4,830 tonnes de cannabis, 289,346 tonnes de médicaments prohibés, 8,45 kg de méthamphétamine et 279 kg d'amphétamine. Dans le domaine de la prise en charge sanitaire, le service de psychiatrie du CHU Yalgado Ouedraogo a pris en charge 491 usagers de drogue au cours de l'année 2020. Après la cérémonie officielle, direction Laongo, toujours dans la région du Plateau central, pour l'incinération des drogues saisies. Plus de 13 tonnes de drogue, composées essentiellement de cannabis, d'amphétamine et de médicaments prohibés. Aujourd'hui, aucune contrainte n'échappe. Et pire, on a constaté qu'au niveau de l'école, des enfants du primaire, nous avons vu des enfants de CE1 qui ont l'expérience de la consommation de la drogue. C'est dire donc qu'il n'y a pas une seule génération qui échappe non plus au phénomène. Donc le phénomène est assez dramatique. Et c'est pourquoi justement nous avons voulu donner ce signal fort là aujourd'hui pour interpeller, comme l'autorité l'a dit, l'ensemble des acteurs, dont la presse,
qui est en première ligne pour transmettre, pour porter le message donc des méfaits, des dangers de la drogue sur les générations actuelles et à venir. La drogue incinérée ici n'est qu'un échantillon des quantités de drogue saisies selon le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue, CNLD. Pour barrer la route au phénomène de consommation de la drogue au Burkina Faso, le comité compte impliquer davantage certains corps de l'armée pour empêcher l'entrée de la drogue au Burkina Faso et même sa commercialisation. À noter que ce combat ne pourra être gagné qu'avec la contribution des parents, a insisté le secrétaire permanent du CNLD, avant de demander à ces derniers de s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Et justement, à Ouagadougou, différents types de drogues sont consommés. Le cannabis ou le tramadol, assez accessible. De jeunes enfants de la rue sont lancés dans la consommation de ces drogues dites donc drogues du pauvre. Exemple donc, il s'agit surtout des différents solvants qui sont dits donc drogues du pauvre. On découvre tout cela avec Hakim Sermé, Mamétri Anakamabou. Communément appelé dissolution, est utilisé par le vulcanisateur, ce produit est classé parmi les substances psychoactives les plus consommées par les enfants en situation de rue. Devenu un fléau, notamment dans les centres urbains, il prend des proportions inquiétantes. Parce que c'est un produit qui, une fois inhalé, à partir des poumons, va favoriser la circulation du sang. Et cela va partir automatiquement vers le cerveau. Donc, c'est-à-dire que les effets sont immédiats, par exemple, comme les grandes boissons, voilà, les liqueurs qu'on prend. Bien qu'il n'y ait pas de réelles statistiques ayant trait à l'ampleur de la consommation de la dissolution, les autorités de lutte contre la drogue sont arrivées à savoir quelle frange de la société en est friande. La question est de savoir où se procure le produit. Des enfants, c'est environ entre 8 et 16 ans. Oui, entre 8 et 16 ans. Comme c'est des enfants qui errent partout dans les rues, ça veut dire que des tubes restants que les personnes ont utilisés et jetés, ils les ramassent. Voilà, parce qu'avec eux, comme ils n'ont pas le choix, souvent ils n'ont pas assez d'argent, donc ils se contentent de ce qu'ils ramassent. Enfants de la rue, enfants enfermés dans le cycle de la pauvreté, ce sont ces couches vulnérables qui sont le plus souvent exposées au phénomène de consommation de la dissolution. Les raisons de cette consommation infantile proviennent de mal-être, d'inattention de la part des parents ou encore de pression de la part d'adultes mal intentionnés. Des raisons aussi communes que faciles à anticiper d'après les agents de santé. À cause de l'addiction, l'élève ne peut plus rester en classe de 7h à midi. S'il va prendre tout son temps à faire va et vient, soulever les doigts, il sort, il revient, mais ça veut dire qu'il a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. N'étant pas destiné à la consommation, ces solvants comme la dissolution, selon Dr Ferdinand Sénégo, peuvent avoir des effets très nocifs pour la santé mentale des enfants et des adultes qui en consomment fréquemment. Tous ces mots rendent difficile la prise en charge de ce dernier qui demande de l'aide à un stade très avancé de la dégradation physique et mentale, nous confient les agents de santé. On ne peut pas donner quelqu'un qui n'a pas donné quelque chose à quelqu'un qui ne sait pas tendre la main. Voilà, donc quel que soit le suivi, il faut une prise de conscience. Il faut amener travailler psychologiquement à ce que la personne prenne conscience et maintenant pouvoir lui donner la solution, voilà, pour que avec sa contribution on puisse y arriver. L'usage de ces substances contribue à un relatif accroissement de la criminalité très limitée au Burkina Faso, d'où la nécessité d'améliorer les mécanismes de prise en charge. C'est un produit légalement vendu. Voilà, c'est un produit légalement vendu. Alors, on ne peut pas, à cause du fait qu'il y a un usage détourné de la chose. En tout cas, il n'y a pas ces pays-là où il y a des lois qui interdisent la vente de la dissolution.
La lutte contre la consommation de drogue est perpétuelle et doit prendre en compte les anciens consommateurs ainsi que les cibles vulnérables qui seraient susceptibles de consommer la dissolution. C'est un combat de longue haleine qui requiert beaucoup plus d'attention de l'État. Et l'actualité à Titao dans le Loroum, le Haut-Commissariat a été saccagé ce matin par certains des manifestants qui étaient mobilisés pour interpeller les autorités face à la situation sécuritaire. Il s'en est fallu de peu pour que le Haut-Commissariat soit incendié. Image dans ce reportage signé Michael Touré, notre envoyé spécial dans la localité. C'est une population révoltée face à la recrudescence des attaques terroristes qui a battu le pavé. Ils étaient plusieurs milliers, ces manifestants qui ont répondu à l'appel des mouvements de la société civile de la province du Loroum. Des visages qui traduisent le désespoir et un sentiment d'abandon. De la place de la Nation, les marcheurs ont arpenté les différents artères de la commune de Titao pour converger vers le Haut-Commissariat. La population exige avoir le Haut-Commissaire sans succès. Les esprits se chauffent, la colère prend le dessus, la sécurité est débordée, le bâtiment est envahi et saccagé par les manifestants. Si les hommes armés non identifiés ont décidé de prendre la commune de Titao, ils sont prêts parce qu'il n'y a pas de réaction. Jusqu'à présent, malgré nos cris, malgré nos plaies, il n'y a pas de réaction. Le gouvernement trouve des ministres qui sortent dans les médias pour dire qu'ils ne reconnaissent même pas ceux-là qui sont prêts jour et nuit pour défendre la province. C'est déplorable, c'est décourageant. À cause de l'Aguilloro, que la province du Loroum est sur pied de nos jours. Les femmes du Loroum fortement mobilisées pleurent les maris. Certains sont tombés dans un affrontement le 21 juin avec les terroristes. Plusieurs morts, des blessés sont enregistrés. Des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, manquent toujours à l'appel. Le message de cette marche à l'endroit des autorités est clair, sauver la province du Loroum. Et cela passe par une dotation conséquente des VDP et des FDS en matériel de combat. Les marchands ont aussi réclamé la création d'un camp militaire dans la province du Loroum. Nous sommes tellement abandonnés. La province, si ils ont vendu la province, ils n'ont qu'à nous dire clairement. Il y a des jours que nos parents, les vieux nous disent, est-ce qu'on ne va pas collaborer avec les hommes armés non identifiés? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a un gouvernement et il y a chaque jour, chaque seconde, il y a des morts. Je vous dis qu'à 10 km de la commune de Titao en ville, personne ne peut mettre pied. Ça fait 5 ans qu'il y a des villages qui n'ont pas pu cultiver. Et cette année, ils avaient la chance d'aller cultiver et tous les villages qui se sont retrouvés pour cultiver, ils sont en train de revenir dans la ville de Titao. Les attaques terroristes ont déjà fait plus de 35 000 personnes déplacées internes dans la province du Loroum. Et cette province, selon les organisateurs de la marche, a déjà perdu près de 80% de son territoire. La province du Loroum compte 4 communes avec 2 détachements militaires installés dans les communes de Ban et de Solé. Et après l'attaque de Solon qui a fait 132 morts, l'armée burkinabé et celle nigérienne ont mené une opération conjointe à leurs frontières. L'opération dénommée donc Tanli 1 a permis d'engranger des résultats satisfaisants. Les 2 chefs d'état-major général des armées donc se sont rencontrés le 25 juin dernier au 11e régiment d'infanterie commando de Dori, donc au poste de commandement conjoint pour faire le point donc de l'opération. On en parle avec Abdourahmini. Le chef d'état-major général des armées du Niger, le général de division Salif Modi, accueilli par son homologue du Burkina Faso, les 2 chefs d'armée ont fait le point de l'opération menée conjointement dénommée Tanli 1 qui signifie Alliance en Goulmatiéman. L'opération a débuté en début juin avec un appui aérien et a permis de neutraliser des groupes terroristes. Les résultats ont été à la hauteur de nos attentes. Il y a eu des terroristes qui ont été neutralisés. Il y en a eu qui ont été interpellés. Une bonne partie de leur logistique a été détruite. Et aussi, surtout, les moyens que ces terroristes utilisent pour freiner nos troupes, c'est-à-dire ces engins explosifs qu'ils plantent
sur les pistes, sur les axes. Au cours de cette opération, nous avons pu neutraliser une partie de ces engins explosifs qui font mal aussi bien aux militaires, aux troupes, qu'aux populations civiles. Donc nous avons pu neutraliser une bonne partie et des caches ont été aussi retrouvés et les artifices ont été détruits. Pour les deux armées, l'opération Tanli 1 a été fructueuse et ce résultat est le fruit de la collaboration qui doit se poursuivre pour la stabilisation de cette zone frontalière. Notre avenir, c'est pouvoir mutualiser nos maigres moyens parce que vous savez que nous sommes des pays quand même un peu pauvres. Le matériel militaire coûte très cher et si on mutualise nos moyens, nous aurons beaucoup plus de résultats. Et c'est ce qui a été fait et nous comptons ne pas nous arrêter en si bon chemin. Moïse Minungu et Salifou Modi ont invité la population à faire confiance à leurs armées qui restent déterminées dans la lutte contre les forces du mal. Ils ont laissé entendre que l'opération Tanli va très certainement se poursuivre au regard des résultats engrangés. La 29e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État a connu son épilogue ce vendredi à Ouagadougou. C'était l'occasion pour les différentes sociétés d'État et les établissements publics de prévoyance sociale de présenter leur état financier au titre de l'année 2020. À l'issue de cette rencontre, des résolutions ont été adoptées pour le bon fonctionnement des entreprises de l'État. Sanata Serré. Durant ces 2 jours de travaux, l'Assemblée générale des sociétés d'État a procédé à l'examen des rapports de gestion des différentes entreprises publiques. C'était l'occasion d'échanger sur les préoccupations de chaque société et de faire des recommandations pour la mise en œuvre des stratégies de gestion des sociétés d'État. À l'issue de cette rencontre, 53 résolutions ont été adoptées, dont 12 résolutions communes, 41 résolutions individuelles et une nouvelle résolution assortie de sanctions. Un certain nombre de recommandations ont été faites qui sont d'ordre commun pour l'ensemble des sociétés pour leur permettre donc de continuer à maîtriser leur charge de fonctionnement et à être davantage innovants et à anticiper sur un certain nombre donc, de difficultés. Donc, nous avons fait le bilan de l'ensemble des résolutions et nous avons vu que globalement beaucoup de recommandations de résolutions ont été mises en œuvre, mais il existe ça et là des sociétés qui n'ont pas, dont le taux de mise en œuvre des résolutions est faible et c'est pour cela qu'une nouvelle résolution a été prise assortie donc de sanctions pour que les DG, les PCA qui ne venaient pas en tout cas à atteindre certains niveaux donc, de mise en œuvre donc, des différentes résolutions et que cela donc, puisse se ressentir clairement donc, dans l'appréciation donc, de leur façon donc, de manager et bien entendu qu'il y a 2 types de conséquences s'il en faut. Parce que d'année en année, il est bon donc, de prendre des résolutions, mais il est bon à veiller à leur application. Le Premier ministre, président de l'Assemblée générale des sociétés d'État, a par ailleurs invité les responsables des entreprises publiques et les présidents des conseils d'administration à s'engager fortement dans la mise en œuvre des différentes recommandations. Je voudrais vous exhorter à poursuivre la relecture des plans stratégiques de développement de vos sociétés d'État, assortis des plans de continuité d'activité. Je voudrais donc, au moment où nous clôturons nos travaux, vous inviter à vous engager fermement dans la mise en œuvre de ces recommandations, car la crédibilité, la viabilité et la compétitivité de nos sociétés en sont fortement tributaires. J'invite singulièrement les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux de l'ensemble des parties et l'ensemble des parties prenantes à faire preuve de rigueur dans la mise en œuvre de toutes les décisions issues des travaux de la présente rencontre. Ont pris part à cette 29e Assemblée générale des sociétés d'État, des membres du gouvernement, les membres statutaires de l'Assemblée générale, les représentants des institutions nationales et directions techniques des départements ministériels concernés, les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux des sociétés d'État et établissements publics de prévoyance sociale. Deuxième conférence publique 2021 du cadre de réflexion et d'action pour le développement durable CRED. Le partage d'expériences a tourné autour donc du rôle et de l'impact des différentes formes de religion dans la vie sociopolitique et culturelle du Burkina. Les échanges ont été effectifs aujourd'hui 26 juin à Ouagadougou. Fatima Tanikema et Baraki Sarabdo pour le compte rendu.
contribuer à éclairer les populations sur les différentes contributions des religions au développement du Burkina Faso. C'est l'objectif recherché par le cadre de réflexion et d'action pour le développement durable, CRED. C'est ce qui justifie l'organisation de cette deuxième conférence publique au profit des populations et leaders religieux. Ce que nous vivons dans notre pays nous démontre à plus d'un titre que la religion est devenue un élément central dans notre quête de paix sociale, économique et politique. Quand vous regardez ce qui se passe, c'est autour de l'extrémisme religieux. Vous avez vu beaucoup de leaders religieux qui ont été enlevés, qui sont tués. Donc, nous ne pouvons plus aller à la recherche d'une paix au Burkina sans regarder le monde religieux. Ce cadre d'échange et d'information a été marqué par des communications d'experts des questions religieuses, chose qui permettra aux participants de différentes religions conviées d'apporter aussi des éclairages. Nous travaillons dans la compilation pour faire un document synthèse de nos différents travaux et nous allons faire une publication par la suite qui sera mise à disposition à travers tous les centres de diffusion possibles d'écrits, pour toucher le maximum de public. Et j'espère aussi que nos autorités nous écoutent. Le CRED se veut un cadre de réflexion, de dialogue et d'action sur les questions de la vie politique et socio-économique du Burkina Faso. Cet espace de partage d'idées a réuni pour cette conférence publique des autorités politiques et administratives, des leaders religieux, des associations et structures de jeunes. Depuis ce 23 juin, c'est effectif et les populations de la zone non lotie de Kalsin sont entrées en possession de leur fiche d'attribution de parcelles malgré les protestations. Pour la mairie de Samba, les bénéficiaires des papiers de couleur rose pour cette opération sont au nombre de 1021 sur près donc de 2000 résidents enregistrés. Le processus de vérification va se poursuivre afin que les résidents réels de la zone non lotie donc de Kalsin soient rétablis dans leur droit. On en parle avec Michael Toukri. Malgré les protestations en Assemblée générale et la marche du 22 juin sur la mairie de Samba, le processus de recasement de la population de la zone non lotie de Kalsin amorce sa phase d'attribution des fiches de parcelles. Ce mercredi, les premiers bénéficiaires ont eu droit à leur fiche d'attribution. Moi, personnellement, j'ai été membre d'une commission en charge d'une zone qu'on appelle la zone 4 en réalité, j'étais responsable de cette zone. Aujourd'hui, je suis satisfait de la zone 4. Je n'ai que 4 personnes de cette zone 4 là, dont les numéros ont été erronés, passeront récupérer les 4 après vérification. Disons que les travaux ont été vraiment faits dans les règles de l'art, parce que au début, ça n'a pas été facile. Nous, c'est une joie parce que quand vous attendez quelque chose depuis longtemps et ça se dégoupille, c'est une joie que nous exprimons. Et le souhait que nous avons en nous, c'est que ça soit vraiment un réel aboutissement pour que la paix règne et que les gens s'installent comme il se doit. Une opération qui s'est déroulée en présence de l'équipe technique de recasement. Selon le comité mis en place pour reloger les populations, tout habitant de cette zone non lotie remplissant les conditions sera attributaire d'une parcelle, c'est-à-dire être résident de la zone non lotie de Kalsin. Lorsque tu es résident, tu dois avoir ta parcelle. Donc, nous avons dénombré 1909 résidents. En plus de ça, ceux qui disaient qu'ils étaient résidents et qui n'ont pas vu leur nom ont posé des réclamations. Et nous avons mis une équipe en place qui va repasser sur le terrain pour des vérifications. Et si tel est le cas, ils seront attributaires de parcelles. Pour ce qui concerne ceux qui ont déposé des réclamations, nous dénombrons 977. Et nous avons affiché cette liste aussi avec des dates probables où on pourrait aller sur le site pour faire la vérification. Officiellement, ce sont 1021 bénéficiaires qui auront droit aux fiches d'attribution de parcelles pour cette opération sur les 1909 résidents enregistrés. Un chiffre rejeté par une partie de la population qui avance un chiffre de plus de 3000 personnes qui devront bénéficier de parcelles.
Dernière conférence publique de l'association African Golden jeudi dernier. Dernier partage en beauté à travers la notion de patrimoine culturel immatériel. Le conférencier Dr Massamba Gueye s'est adressé à des dizaines de jeunes dans la salle du Sénasa donc pour renforcer et leur a donné donc des clés pour renforcer donc leur sentiment de confiance de leurs valeurs propres. On en parle avec Sanata Siré. Cette conférence publique a été une opportunité pour les participants d'avoir des notions sur le patrimoine culturel immatériel. Selon le conférencier, le rôle du patrimoine culturel immatériel n'est plus à démontrer face à cette modernisation croissante en Afrique. Pour lui, le patrimoine culturel immatériel qui constitue l'ensemble des traditions orales, pratiques sociales, rituels et connaissances de la nature contribue énormément au maintien de la diversité culturelle et à la sauvegarde des valeurs traditionnelles. Donc le patrimoine culturel immatériel, on règle d'abord cette question, vous et moi. Ce n'est pas des vieilleries dans des armoires de grand-père, coincées dans une époque qui n'a pas avancé, c'est ce que vous vivez, vous et moi. Ce sont les pratiques sociales. Les pratiques sociales. La façon de nommer nos enfants, la façon de nous marier, la façon de construire nos relations sociales. Mais nos langues aussi font partie de notre patrimoine immatériel, la langue. Lorsque vous perdez votre langue, vous perdez votre identité. Un autre fait très important à classer dans le patrimoine culturel immatériel, c'est la littérature orale. Nos contes, nos mythes, nos légendes. C'est l'association African Golden qui a initié cette conférence dans le cadre de ses activités. Une association qui entend promouvoir les talents, les compétences et les valeurs africaines. Nous avons compris que notre société a un déficit de conscience, de prise de conscience de soi-même, de son estime d'elle. Et donc nous avons voulu, à travers ce spécialiste Massamba Gueye, apporter un éclairage sur la valeur de notre patrimoine immatériel, sur la valeur de nos cultures, sur la valeur de notre morale. C'est ce qui construit tout être humain dans le monde entier. Nous sommes plusieurs milliards et plusieurs milliards également de cultures, de valeurs et que nous devons défendre chèrement au prix de notre vie. Cette conférence publique dont le thème est jeunesse, patrimoine immatériel et leadership jeune marque la dernière conférence de l'année 2021 de l'association. Et le président de se féliciter du bilan de l'ensemble des conférences tenues au cours de l'année, malgré la pandémie du Covid-19. La cérémonie a été marquée par une remise d'attestation de reconnaissance aux personnes ayant contribué à l'atteinte des objectifs de l'association. Et au Mali, le mouvement Yerewolo debout exige toujours le départ des forces françaises du pays. C'est l'objectif du meeting organisé vendredi donc au monument de l'indépendance. Le mouvement malien a été rejoint par un mouvement anti-présence française dans le Sahel, la COPABF, coalition donc des patriotes du Burkina. Nous vous proposons d'écouter des réactions de manifestants venus répondre à l'appel du mouvement malien. Donc on en parle avec dans cet élément signé notre correspondant Bourema Soulo. Bien sûr que je comprends. Certainement que, politiquement parlant, on a toujours besoin des alliés. C'est politiquement parlant. Il faut bien sûr avoir des alliés. Avoir un allié ne veut pas dire que cet allié va venir vous dominer. On est bien d'accord. Donc, si l'allié vient, on va signer des accords, certainement. Il faut les suivre, ce qui est sûr. Mais les accords que la France a signés avec nos ancêtres, je ne sais pas trop avec qui ils les ont signés, ces accords n'ont jamais été rompus. Voilà pourquoi Emmanuel Macron boude aujourd'hui. Parce que Emmanuel Macron sait que l'Afrique francophone appartient d'office à la France. Nous sommes des panafricains. Notre lutte, elle est typiquement panafricaine. D'abord, nous privilégions une coalition d'armées africaines. Parce que nous avons vu que le mascarade que la France a fait avec le G5, avec des États faibles, nous privilégions que la lutte d'abord, que les Africains essaient de s'organiser pour lutter. Chez nous, la présence de la France, en réalité, nous les victimes, dans le pays de Gand, nous comprenons que cette présence ne nous a pas servi. Parce qu'avant son arrivée, nous étions victimes, mais à un moindre niveau. Mais aujourd'hui, malgré sa présence, notre victimisation s'est accrue. Le nombre de villages saccagés, détruits s'est multiplié.
les déplacés se sont multipliés. Donc, la crise est allée crescendo. Donc, ça nous amène à nous poser la question sur la présence des forces étrangères et particulièrement celle de la France et celle de la MINUSMA surtout. Mais Emmanuel Macron, ce que nous pouvons préciser à son égard, c'est que c'est quelqu'un qui ne tient jamais sa parole. Parce que en 2020 déjà, lors de la rencontre à Pau, Emmanuel Macron avait précisé qu'il va avoir une réduction de ses troupes sur notre territoire. Une année après, lors de la rencontre qui s'est tenue à Djamena, il a parlé d'augmentation de ces éléments. Encore, nous sommes là pour demander le départ de ces troupes étrangères. Donc, dans la mesure où la France même dit qu'elle suspend sa coopération de façon unilatérale avec notre État, nous pensons que la France n'est plus là avec un accord de coopération militaire. Et puis donc, aux États-Unis, un verdict historique 2 mois après avoir été reconnu coupable d'homicide involontaire, de meurtre au 2e et 3e degré. Le policier Derek Chauvin a été condamné donc ce vendredi. Il écope de 22 ans et demi de prison, soit 270 mois. Devant le tribunal, il a présenté ses condoléances à la famille Floyd. Le policier Derek Chauvin, condamné à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd. La sentence est tombée ce vendredi soir aux États-Unis. Un verdict très attendu, tant l'affaire a eu un retentissement international et relancé le débat sur le racisme aux États-Unis, mais aussi au-delà. À l'extérieur du tribunal, les soutiens de la famille Floyd étaient présents. Lors du procès, les procureurs avaient requis une peine de 30 ans de prison contre le policier de 45 ans qui a selon eux commis un meurtre brutal et choqué la conscience de la nation. Avant le verdict, pour la première fois, Derek Chauvin a pris la parole. À cause de questions légales en cours, je ne suis pas en mesure de faire une déclaration formelle à ce stade. Mais brièvement, je tiens à présenter mes condoléances à la famille Floyd. Il y a 13 mois jour pour jour, George Floyd était plaqué au sol par des policiers. Pendant 8 longues minutes, Derek Chauvin maintient la pression sur son cou. « Je ne peux pas respirer » seront les derniers mots de George Floyd avant de mourir. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.